Alors, normalement, il sera avec nous 3 fois par mois, parce qu'il y a le chronique Moment à faire avec Mireille Thibault 1 fois par mois. Donc, Luc Carbonneau viendra nous jaser de sport. Puis moi, j'aime bien ça, qu'on puisse parler de sport. On parle beaucoup d'actualité, mais c'est le fun qu'on parle de sport aussi. Luc Carbonneau, bon matin. Écoute, bon matin, monsieur. Toujours plaisant de savoir que c'est quand même une conseillère municipale qui me remplace une fois de temps en temps. Non, je fais des blagues. Luc, on va parler de cette première victoire en 2023, pas première victoire de l'année, la première victoire en 2023 de l'Everest Côte-du-Sud contre Princeville. Ça doit faire du bien un peu dans le vestiaire. Je peux te confirmer qu'il y a eu un ouf qui a été lâché, autant dans le vestiaire que dans la chambre d'entraîneur. Victoire de 3-2 contre la deuxième meilleure formation du circuit, le Titan de Princeville. L'Everest qui a marqué le premier but dans cette rencontre en fin de deuxième période, c'est venu d'un joueur qui avait une petite léthargie, Alexis Côté, qui n'avait pas marqué dans ses 7 dernières rencontres. But inscrit dans les 3 dernières minutes de jeu dans le premier 20 grâce au travail de Nicolas Egendion et de Jacob Lavallée. Par la suite, l'ancien de l'Everest est venu hanter son ancienne équipe. Jérémy Bourdeau a inscrit son 24e de la saison. Et par la suite, l'Everest a repris les devants par l'entremise de Frédéric Grenon. Frédéric Grenon, là, ça faisait 25 matchs qu'il n'avait pas touché le fond du filet. Il fallait remonter à la fin du mois de septembre avant que le natif de Beaumont touche la cible. Et finalement, c'est Dan Chrétien, encore une fois sur un excellent travail d'Émile Côté de Frédéric Grenon le long de la rampe. Dan Chrétien, là, qui à son tour mettait fin à une disette de 6 matchs sans but. L'Everest qui s'est sauvé avec la victoire 3-2. Excellente performance de Jonathan Labrie, encore une fois. L'âme Couillin qui a fait 42 arrêts sur 44 tirs. Labrie là, qui a vraiment démontré pour quelle raison il avait été invité au match des étoiles là, le 30 décembre dernier à Granby. Est-ce que cette victoire-là va leur donner peut-être... parce que combien de défaites d'affilée? C'était 5 défaites de suite. Oui, hein? Ouais. Est-ce que tu crois que cette victoire-là va les remettre sur les rails? Oui, ça va remettre définitivement l'équipe sur les rails, surtout qu'en plus, l'emporter de cette façon-là, tu as été privé en troisième période d'Étienne Arsenault et également de Jacob Lavallée. Lavallée qui a écopé d'un 10 minutes pour être resté sur les lieux d'une bagarre alors qu'il était au même niveau que les autres joueurs sur la patinoire. Ça a été une décision un petit peu difficile à comprendre, mais tout de même, Étienne Arsenault également qui a été expulsé de la rencontre. Alors, on a été privé là, de 2 éléments de 20 ans très importants, surtout que Christophe Chiasson purgeait une pénalité, une suspension de 2 matchs. Il ne jouera pas ce vendredi-ci également. Donc, l'Everest qui est privé de 3 de ses meilleurs éléments a été en mesure de l'emporter. Ça va faire du bien. L'équipe va vraiment aller revenir sur les rails. C'est surtout... C'était vraiment une question d'acclimatation quand vous amenez 6 nouveaux joueurs dans l'équipe. C'est sûr et certain que ça ne peut pas se faire en criant ciseaux. Au sein de l'Everest, ça va prendre ça a pris un peu de temps. Là, ça s'est replacé. On sent vraiment que les nouvelles acquisitions commencent à mieux saisir le système de jeu, ce que Simon Labrec demande. Par contre, le seul bémol que je peux mettre, c'est l'avantage numérique. Ça fait 7 rencontres que l'équipe a seulement 1 but lors des 26 dernières tentatives avec un joueur en plus. Faites le calcul, on parle de 5 %, c'est pas beaucoup. Alors vraiment, Simon Labrec l'a mentionné avec Bruno Auguet, ce sera vraiment l'élément sur lequel l'équipe va travailler au courant de la semaine là, pour s'assurer d'être beaucoup plus efficace avec un joueur en plus. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, ça n'a pas privé l'équipe là, de rythme. Là. L'avantage numérique a quand même aidé la formation de la Côte-du-Sud à aller chercher du momentum au cours de la rencontre. Est-ce que la saison, quand est-ce qu'il reste combien de matchs à jouer? Attends un petit peu, je vais regarder sur mes feuilles parce que j'en ai ça juste pour ça. Il reste 14 matchs à effectuer. Il en reste 6 à la maison, 8 à l'étranger. Le calendrier va être très chargé en raison des tempêtes de neige qu'il y a eu le 23 décembre et également. Ça, c'était dans le coin le 6, pas le 6, mais le 13 janvier dernier. Il y a 2 matchs qui seront repris un mercredi, soit le 22 février contre les Braves de Valleyfield. Également, le match du 23 décembre qui va être repris, lui, le mercredi, le 1er mars. Donc, il y a un calendrier très chargé. Là, il y a beaucoup de 3 en 4 ou de 4 en 7 pour l'Everest. Donc, ça sera un calendrier qui sera extrêmement chargé là, à partir
de la fin de semaine prochaine. OK. Et la saison se termine? La saison se termine le 10 mars à l'étranger. Ça sera contre le Phoenix de Montréal. Sinon, le dernier match à domicile, là, ça va être le 5 mars 2023. Mais il reste à peu près 14 matchs au calendrier de l'Everest d'ici la fin de la saison. Toujours aussi positif pour que l'Everest puisse assister aux séries? Oui, absolument. Ouais. Je pense que le match de vendredi a démontré que quand l'équipe est en mesure de bien saisir le plan de match de Simon Labrec, moi, j'ai aucun problème. Cette équipe-là peut rivaliser, pas l'emporter, mais elle peut rivaliser contre Terrebonne, qui est la meilleure formation au Canada présentement, avec seulement 3 défaites à la régulière. Mais contre Longueuil, contre Beauce-Appalaches, contre Princeville, il n'y a aucun doute. L'Everest peut aisément rivaliser, comme elle l'a démontré la fin de semaine passée. Est-ce qu'on pourrait avoir une parade sur la rue Saint-Jean-Baptiste? Je vais être franc, Michel. Terrebonne, cette année, là, il y a 12 joueurs qui ont joué la GMQ. Je mets la barre trop haute. Oui, Terrebonne est vraiment une très grosse machine cette année. Disons que, honnêtement, si ce ne sont pas les Cobras qui l'emportent, là, ça serait une énorme surprise. Je vais être bien franc, Michel. Alors, on va suivre ça avec intérêt. Est-ce que tu peux me laisser parler de quelque chose, Michel? Ben oui. Je tiens juste à mentionner que l'Everest, comme à toutes les années, fait son tirage également de prix, si on veut, un genre de campagne de financement. Il y a des prix à gagner. Les billets de tirage se vendent à 20 $. Il y a un coffre de rangement de Rousseau à remporter. Il y a une table ajustable en hauteur fournie par Technion. Il y a des billets du Canadien de Montréal et des Alouettes aussi à remporter. Il y a Garant également qui offre un ensemble de déneigement. Je veux être sûr de ne pas oublier personne. Il y a le club de golf de Montmagny également et Tardif électronique qui donne des prix pour ce tirage-là. Les billets sont en vente au coût de 20 $. Et puis le tirage aura lieu lors du match contre le VC Laval le 24 février prochain. Et on peut se procurer des billets où? En communiquant avec l'équipe de communication sur Facebook ou encore se rendre à l'Arena également. Lors des matchs, les billets sont en vente. Sinon, vous pouvez communiquer directement avec l'équipe de communication sur Facebook Messenger ou encore par communication commerciale everestcôtesud.com, je ne veux pas dire de bêtises. À ce moment-là, on pourra mieux vous aider puis on pourra vous vendre un billet également. OK. Donc, un tirage bénéfice, mettre de l'argent dans les coffres du club. Exactement. Comme le Décor Mercier faisait en fin de semaine, il y avait une soirée country qui, semble-t-il, aurait connu un grand succès. On va oui, ça a connu un grand succès, je te confirme. Écoute, moi, avant de te parler de Carey Price, parce qu'on va encore parler de Carey Price, est-ce que tu as écouté le football hier? Non, j'étais sur... En fait, j'ai écouté le match Eagles, c'était Eagles 49ers. J'ai été un peu déçu, mais j'ai pas pu écouter Bengals Chiefs parce que j'étais sur la route. Incroyable! Ça s'est décidé dans les dernières secondes et les Chiefs se sont emparés de la victoire avec 3 points à la fin du match. Une punition, un joueur des Bengals qui a poussé Patrick Mahomes pour rien, il n'y avait pas de raison. Alors, il y a eu une pénalité. Et là, ça a approché les Chiefs de la zone des buts avec un botté de exactement, qui a procuré la victoire. On appelle ça une défaite crève-cœur pour les Bengals, mais on verra pour le Super Bowl, les Eagles et les Chiefs, ça devrait être très intéressant. Oui, mais c'est surtout, honnêtement, ça va être très intéressant, mais tu sais, Joe Burrow a quand même été intercepté 2 fois, donc je pense pas que le match s'est joué nécessairement où est-ce que Asa est venu pousser Patrick Mahomes, c'est une ligne de côté. Puis tu sais, entre toi puis moi, Michel, t'es en plein rythme de l'action. Le joueur a même pas fini de déposer son 2e pied. T'es déjà dans la mouvance de te déplacer vers le joueur pour le pousser, pour le rabattre. Les pénalités de rudesse, initialement au football, c'était pour éviter tout contact vraiment lorsque le jeu était complètement arrêté. Là, je veux dire, tu es un joueur défensif, tu veux t'assurer que le corps arrière ne gagne pas le premier jeu, qu'il ne gagne pas beaucoup de terrain. Tu es dans ta motion pour aller le frapper. Puis là, parce qu'il met un pied puis qu'il commence à entamer son 2e pas en l'extérieur des lignes de côté, tu vas écoper d'un 15 verges de pénalité. C'est plus là que j'ai de la misère où est-ce que le joueur est dans sa motion. Je veux dire, c'est quoi, là? Aussitôt qu'il arrive à la ligne blanche, il faut qu'il arrête, qu'il s'en retienne puis qu'il freeze comme si on jouait à tag. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il y a comme une limite qu'il faudrait peut-être commencer à trouver chez les officiels. Je trouve que la NFL, là, autant rudesse envers le corps arrière que rudesse après le jeu, je trouve qu'il y a des règlements du côté de la NFL qui sont peut-être mal interprétés ou du moins mal appliqués
sur le terrain. Puis je pense que durant l'entre-saison, autant qu'on a fait du progrès au niveau de la prolongation, où est-ce que les deux équipes peuvent toucher le ballon maintenant, je pense qu'il va y avoir peut-être encore une autre réunion à avoir durant l'entre-saison, parce qu'il n'y a eu pas juste dans ce match entre les Chiefs et les Bengals, ailleurs également dans les autres confrontations durant tout le tour des séries éliminatoires. Il y a eu certaines décisions qui ont été discutables et d'autres flagrantes qui n'ont pas également été appelées par les officiels sur le terrain. Si tu avais suivi le match hier, là, c'était à se poser des questions par rapport à l'arbitrage, mais écoute, j'avais un peu côté partisan des Bengals, là, mais on voit que Patrick Mahomes, si tu regardes le jeu, là, qu'il a peut-être exagéré un peu sa chute, et là, ben, ça a donné une punition. Écoute, le joueur des Bengals là, pleurait à chaudes larmes. Les joueurs essayaient d'aller le consoler. Là. Toute une défaite là, à quelques secondes de la fin du match. Oui, puis surtout, je vais te dire, j'ai pas aimé l'attitude de Patrick Mahomes et un de ses coéquipiers lors de l'entrevue d'après-match sur les ondes de la télévision américaine. Je vais te dire, bien franchement, quand je vois des joueurs traités de... Quand tu es professionnel, tu t'en vas au Super Bowl puis tu traites d'autres joueurs de d'autres formations de mots avec, je dirais, que des parties plutôt intimes d'un corps. Je m'excuse, mais personnellement, je trouve que tu manques de professionnalisme, même si tu es sur l'adrénaline de la victoire. Dans un autre ordre d'idée, la conjointe de Carey Price qui annonce que la maison sera à vendre à Montréal et on quitte le Québec. On quitterait, je vais le dire au conditionnel, mais tout le monde parle de ça ce matin, que ce serait officiellement la fin de la carrière, là, avec cette annonce de la conjointe de Carey Price, là, que ce serait, somme toute, terminé pour la carrière de Carey Price. Est-ce qu'un jour, on va finir par savoir s'il va revenir ou s'il ne reviendra pas? Personnellement, Michel, là, je vais dire, on est au conditionnel. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui va arriver. Est-ce que Mme Price a juste hâte de retourner dans l'Ouest américain? C'est une possibilité aussi. Disons qu'avec ce qui est arrivé là, concernant les armes de chasse avec la saga Carey Price, personnellement, moi, je suis comme, écoutez, là, je trouve ça plate parce qu'un gardien de but... Tu sais, j'écoutais Patrick Roy en entrevue sur une radio montréalaise et une radio québécoise. Puis, tu sais, Patrick Roy aurait pu encaisser 8,5 millions US à une année supplémentaire. Il a fait son corps, je ne suis plus. Je prends ma retraite, merci, bonsoir. Je trouve ça plate un peu que Carey Price n'assume pas qu'il ne reviendra pas au jeu. Oui, il a énormément donné. Il faut dire également que la majorité de son salaire est déjà reçu sur le contrat de 84 millions qu'il avait signé en 2016-2017. Moi, je pense qu'en 2017-2018, pardon, je pense que rendu là, c'est plus une surprise. Puis, mais Carey Price s'en aille, bien, sincèrement, la seule chose que je peux lui souhaiter, c'est de profiter du temps avec ses enfants. Mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir que ça se termine parce que Carey Price ne reviendra jamais au jeu. Son genou est emmoché. Et d'un autre côté, il ne veut pas prendre le risque de subir une autre opération. Fait que rendu là, le point est caduc. Je trouve ça dommage pour un athlète comme Carey Price. Là. Il pourrait annoncer, bon, je me retire écoute, ça a été un excellent gardien de but. Il a fait un excellent travail. Mais comme fin de carrière, je trouve que peut-être qu'il devrait l'annoncer qu'il quitte. Puis on passe à autre chose. Mais non, on est toujours... Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il ne reviendra pas? Est-ce que son genou est-ce que le temps va faire que son genou va revenir? Moi, j'ai l'impression que pendant ce temps-là, il vieillit aussi. Oui, exactement. Puis de toute façon, étant donné que le contrat a été signé avant ses 35 ans, il n'y aurait pas nécessairement de grosses pénalités si Carey Price prenait sa retraite cette année. Mettons qu'il annonçait officiellement sa retraite. Alors, de ce point de vue-là, je pense qu'au niveau de technicalité, parce que si un contrat avait été signé après ses 35 ans, là, à ce moment-là, la pénalité au niveau du cap salarial, de la masse salariale serait beaucoup plus élevée. Mais là, la pénalité, vu que le joueur est blessé avant ses 35 ans, il y a une clause dans la convention collective qui fait en sorte que le Canadien n'aurait pas une grande pénalité sur le plafond salarial. Et on va terminer avec cette défaite de 5-0. Les pauvres Canadiens qui ont perdu contre les pauvres sénateurs d'Ottawa, parce qu'ils sont juste un au-dessus au classement. 5-0. Et sais-tu ce que je trouve le plus triste là-dedans? Oui. C'est Montembeault. Pour moi, c'est un excellent gardien de but. Mais on l'a laissé à lui-même, puis ça a fini avec une défaite de 5-0. Non, mais il y a plusieurs fois au cours des dernières semaines que ça a été comme ça, où est-ce que Montembeault a été laissé à lui-même. C'est juste que l'offensive était beaucoup plus opportuniste qu'est-ce qu'elle a été à Ottawa samedi.
Défaite de 5-0, je vais te dire bien franchement, Michel, je pense que tout le monde était plus préoccupé à voir ce que Owen Beck allait faire sur la patinoire que de jouer du hockey. Je fais des farces, bien entendu. Sérieusement, les Sénateurs ne méritent pas d'être 7e dans la division de l'Atlantique. Les Sénateurs, il ne faut pas l'oublier, ont été privés de Thomas Chabot en début de saison. Josh Norris également, qui s'est blessé en début de saison, qui ne sera pas de retour. Drake Batterson, qui a également manqué une certaine portion du calendrier. Il y a eu plusieurs blessés du côté des Sénateurs d'Ottawa qui font en sorte que l'équipe est beaucoup plus basse dans la division. Sinon, elle serait présentement en lutte au même niveau que les Sabres de Buffalo, les Red Wings de Détroit avec les Panthers, pour prendre part aux séries éliminatoires comme meilleur as, le meilleur 4e. Donc, moi, honnêtement, je m'attendais à une grosse victoire d'Ottawa et c'est ce que j'ai eu, même si Ottawa avait joué la veille à Toronto. Ottawa va vraiment remonter au classement dans les prochaines semaines. Même, je pense que je ne serais pas surpris, là, malgré la blessure de Cam Talbot, encore une fois, de peut-être voir Anton Forsberg être un petit peu plus efficace devant la cage des siens et de voir les Sénateurs revenir là, dans la lutte pour les séries éliminatoires d'ici le début du mois de mars. Est-ce qu'on joue une saison pour obtenir Connor Bedard? Si on avait joué cette saison-là pour ça, on s'appellerait les Blackhawks de Chicago, les Blue Jackets de Columbus, mais on n'est pas encore assez à ce niveau-là. On bataille pour le dernier rang. On bataille pas assez on bataille pas assez pour le premier rang au repêchage. Mais là, je pense qu'on bataille pour le dernier rang pour mettre la main sur Connor Bedard. J'espère. Ça ressemble à ça. Merci beaucoup, Luc. On se retrouve la semaine prochaine là, pour nous commenter l'actualité. Luc Carbonneau, qui est responsable des communications pour le Club l'Everest et également commentateur sportif à CBA TV. Ça complète, dans quelques instants, la nouvelle positive.